The Bash 2009 a eu lieu le 28 juin 2009 à l'Arco Arena à Sacramento, en Californie. Un show assez oublié dans l'imaginaire collectif, mais mérite-t-il vraiment sa disparition? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et le show s'ouvre avec une intro à la iCarly, ça annonce la couleur. Pour la première fois, la carte donne très envie, ça va nous changer des deux atrocités précédentes en espérant une bonne surprise. Peut-être que je n'aurai pas à être aigri, peut-être que la vie est bien finalement, j'ai espoir. Cette soirée a l'air centrée sur 4 programmes. Les autres, désolé, mais on se fiche de vous. Un peu comme le cousin malodorant que tu laisses dans son coin lors d'une fête de famille. Et on commence avec un Scramble Match, le dernier de l'histoire. Je ne ferai absolument pas l'affront d'expliquer ces règles, car ça va durer 45 minutes, et car on ne va pas les spécifier et en prendre compte ici. Nighty Christie déboule en premier, Donald Swagger arrive, il flex. Aucune clip de feud, on sait pas qui débarque champion. Captain Charisma et manque de charisme dans le ring pour le début. Le match est rempli de contrôle au sol, on dirait un policier raciste. Le troisième entrée, grosse frayeur. On pensait que c'était Mimi Irlandais, mais non, c'est le grand Finlay, l'âme de la ECW. Bizarre choix de début de show, personne ne réagit et Swagger est champion sur un petit paquet. Nullissime, presque. Je dis presque aussi nul que le main event de Capitol Punishment. Je vous ai à l'œil, Razovski. Christian sauve un peu le match par l'agilité, c'est un peu la Simone Biles de The Scramble Match. Le quatrième arrive et c'est le champion, sa papayette. Dreamer cosplay boule à facettes vient contrôler le match. Rien ne se passe. Swagger a plusieurs occasions d'être ridicule dans le match et n'en manque aucune. Bravo à lui, Finlay gagne le titre avec un tombé bien étrange. Aucune vraie alchimie, ni combinaison dans le match. Juste des enchaînements de contrôle entre les gens, et à tout moment, il y a un tombé qui gagne. Le cinquième entre, et c'est Marc-Henry qui nous fait le sprint de sa vie. Blackzilla domine. Il est dans sa longue pause entre 2006 et 2011, et il gagne le titre. Dreamer est très invisible dans le match, à deux doigts de sortir le flingue qui a failli tuer Polyman. Plus que quelques minutes pour connaître le gagnant, mais ceux qui ne gagnent pas en tout cas, c'est la foule. Car mis à part sur les splashs, ça réagit que très timidement. On tease un saut de Henry, mais faut pas déconner, on n'est pas dans Harry Potter. On pisse sur Marc-Henry comme si c'était un urinoir, et on pisse sur Finlay comme si c'était du riz blanc. Christian manque de gagner, mais Dreamer le prend en Super Dignity et reprend son titre. Un grand brawl. Tout le monde semble attendre son moment gentiment dans le coin pour une fin très décousue. En gros, le match est bien inutile et pulvieux, on dirait François Bayrou. Dreamer conserve après un brouillon absolu qui ne réveille ni la foule, ni nous qui regardons ça à 1h du matin alors qu'on doit se lever tôt demain. Match qui sert à rien à part enterrer les Scramble Match après c'était trop ambulant. La seule chose qui a eu un impact dans ce match, c'est l'œil de Finlay. Dreamer célèbre comme si c'était un titre mondial. Enfin, oui, mais non. Teddy Long et Edge en coulisses. Edge essaye de s'incruster dans le match World Heavyweight, mais Teddy refuse. Edge sort ses articles de loi pour entrer dans le match, mais Teddy refuse. Angle qui n'a servi qu'à dire coucou à Edge, car il faut remplir le cahier des charges. On tease une intervention dans le Punk Hardy, sinon cet angle sera comme la bite d'un prêtre, absolument inutile à part faire sourire les enfants. Et le deuxième match de la soirée, le titre hissé, est en jeu. Jericho et Mysterio s'affrontent pour genre la 85e fois, sauf que si Mysterio perd, il perd son masque. Désolé du spoil, mais on n'a qu'à voir Mysterio en 2025 pour savoir qui a gagné. Je suis sûr que même à l'époque, ça devait pas être la hype de fou. Mysterio cosplay Bandido, Code Bar, Dead PewDiePie arrive. On s'attend à un match de fou, car quand même, on a le meilleur luchador du monde contre le gros... Ah non, désolé, on nous a fait signer une DNA pour pas en parler. En gros, la rivalité de Jericho déguisé en Mysterio attaque Mysterio. Une attaque de détritus! Jericho, il vole le titre hissé en volant le masque à Mysterio, et Rey, il veut sa vengeance. A noter qu'il n'y a pas la famille de Mysterio ce soir, donc... on peut dire que Rey est mis sans famille. Jericho commence en gardant Mysterio au sol. Le début du match est bien brutal, encore une fois ceci aurait dû être l'opener car la foule est vraiment dedans, et pour cause car c'est super cool. Mysterio est un underdog naturel et Jericho est un heel absolument insupportable. Un petit moment lent du match qui nous a fait parler de Brulux cette pupette à la TNA. Longue session de heel mais Martin Mysterio essaye de revenir sous une foule qui l'acclame. West Coast Pop vers l'extérieur, Flying Crossbody à chaque match. Mysterio me rappelle pourquoi il est trop cool. Faux finish, Jericho vend, une vraie alchimie qui ne déçoit pas. Je te regarde fort dans les yeux, CM Punk Mysterio à Capitol Punishment. Mysterio, quand il veut faire un très bon match, il fait un très bon match, mais quand il veut faire un match normal, il fait un bon match. Des close lines qui n'ont rien à envier à Batista et Dominic. Tout est fluide, tout est super, c'est magnifique, mon dieu, mais prenez mon pognon. Robinson, 78 ans, se fait toujours avoir par les pieds dans les cordes, il n'apprendra décidément jamais.
Quel bonheur, je fais même plus de vannes, je suis subjugué. Des contres, sur des contres, Mysterio est plié en deux, Jericho lui retire son masque, mais sous sa capuche. Il est sous sa capuche, comme dirait un parolier cancel. Je fais les trucs un peu malsains. Mysterio gagne une pop excellente et c'est mérité, hein, profitez les enfants. Est-ce que ce match lave toutes les performances de Jericho à la AEW? Oui. Bordel, ça fait du bien de voir des bons matchs là, pourquoi on fait jamais ça? On montre le public on fire. À Raw, on annonce Donald Trump qui met le show en commercial free, ce que je trouve hilarant. Vinnie Mac vient l'interrompre. La rivalité ne veut pas me lâcher, on dirait une ex toxique. Laurie Nightis arrive et je crains un peu de calculer combien de chefs d'accusation il y a dans ce ring. Mais Triple H qui a dû aspirer tout l'oxygène de la pièce avec son nez se fait bander. Jericho il pleure car il veut une revanche, mais Teddy a décidément rien envie de faire ce soir. Donc coup de pression et hop, va faire de la musique plus loin. Et on passe au troisième match. On nous montre Dolph Ziggler. Ce soir, il affronte le Great Khali. Rematch de SmackDown. Ça va se régaler de se mettre fin. Je peux déjà mettre fin à cette galère. Great Khali arrive avec son pantalon pas changé depuis 3 mois. I Am Perfection retentit et Ziggler arrive cosplay Psychocide. Le Père Noël qui se fait dropkick dans le tentron est à mourir de rire. Et le match, c'est un David contre Goliath. Si David était blond et que Goliath était l'Empire State Building, Ziggler ragdoll, il prend des bumps, la vivacité et la rapidité de Ziggler sauvent le match. Dolph veut en refinir avec une chaise en acier et on apprend que maintenant que c'est un match no DQ. Ziggler tente des prises, sauf que... Je sais pas si vous aviez remarqué, mais Khali, il est quand même vachement grand, donc il se sort de tout. Le match il laisse finir, mais Kane, sans aucune idée de pourquoi il est là. Il vient fracasser Khali, il veut devenir Khali à la place de Khali, il le tape pour rien, et il peut retourner signer des amendements pour la mairie de son village. Le match se finit comme ça, Khali vend rien. Contrairement à ses compatriotes à la sauvette dans les rues de Paris. Match pas si terrible, bien étrange quand on voit la match card, mais Ziggler sauve vraiment le match. Pour l'instant, il faut être honnête, c'est un show plutôt sympathique. Excellent match pour le titre fixé, match Khali Ziggler pas si dégueu, et un match Scramble qui sentait tellement du cul qu'on aurait pu penser que c'était le gouvernement. Un sentiment plutôt sympathique pour l'instant, ça fait bizarre, la suite va vous étonner. Je déconne mais moi je la connais pas. On retrouve Teddy. Vincos arrive, Vince McMahon veut s'excuser mais en fait il est méchant envers Teddy. Bon en gros, Vince essaye désespérément de contrer les coups de Trump, hein, il danse. Je suis sûr qu'il s'est fait rire tout seul en écrivant ça. Et on passe au match suivant pour les titres tag. Pas grande rivalité mais regardez, Pepito et Primevère, ils sont champions tag et ça défend contre les gars Priceless. La rivalité, on ne la connaît pas et vous non plus car il est 2h du matin et on n'a pas le temps. Match pour les 2 titres tag, mais Teddy, comme si on l'avait pas assez vu. Il entre dans l'art tout de suite et annonce que Edge et Jericho entrent dans le match. Construction plutôt intéressante, les deux rageux ensemble, surtout que Jericho sort d'un classique, ça force le respect. On n'a toujours pas compris les règles d'un match tag à plusieurs, Carlito est plutôt en domination dans le match. C'est un match tag classique mais avec des gros coups vislards de Jericho et Edge qui réveillent un peu. Le match est un peu chiant, juste on regarde sans réagir. C'est une salle d'attente en fait. Aïe, c'est Pito! Place à la fiesta! Edge rate toujours ses spears et se prend tout le temps le tag, mais Edge, il est respectueux, il retourne regarder dans son coin quand même. Genre là, il y a une soumission de Cody sur Primo et juste il regarde. Aucun sens, hein. On est censé avoir des sacs à merde de méchanceté et ils attendent comme si c'était Lana au Survivor Series 2020. Edge et Jericho gagnent les titres, bonne décision, mais ça ne sauve pas ce match somnolent. C'était pas bien, c'était caca, faut pas faire ça. Ça joue juste sur la méchanceté comme si on s'en foutait du match, mais on en reparlera de ça. Pas un très bon moment, fais attention à toi The Bachin, tu files du mauvais coton, tu as un avertissement de travail. On nous annonce Night of Champions, mais pour nous, ce sera pas pour tout de suite. Et Screamer Orton, l'agression du cavalet pour l'angle. Randy dit que c'est pas grave, c'est cool, c'est lui le plus important. DiBiase, il est pas content, mais la répression des fraudes l'appelle, alors il s'en va. Et il est l'heure des femmes, la pause pipi. Et pour garder le public et ne pas se faire insulter en commentaire, je ne ferai aucune vanne sur la misogynie. Mélina débarque, tapis rouge, grand écart, l'éclate. Michelle McCool qui arrive avec Alicia Fox parce que, je sais pas, je vous en pose des questions moi. Un gros bisou, oh c'est mignon. Mimi contre Mémé, un classique en approche, c'est sûr et certain. Omega Ospreay, préparez vos dégagements à 1, on vient vous détrôner. De l'intensité, des cris, on se marre, vous me verriez, j'ai mis mon chapeau de fête, je suis complètement foufou. Ah, il a manqué la cible. On peut croire qu'on n'aime pas les femmes, mais c'est de la faute à Vince, et quiconque a déjà regardé un match féminin de 6 minutes à l'époque saura de quoi on parle. Des torgnoles plein la tête. Joli contre quand même de Mélina, McCool clash,
match et Michelle remporte le Big One. Michelle gagne dans l'indifférence absolue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alicia est autant performante que Parcoursup. Le grand écart était à l'entrée de Mélina, mais le plus grand écart, c'est la direction puante que prend ce show. J'aime pas trop beaucoup ça. Michelle célèbre son accomplissement d'une vie. Pour elle, c'est Michel. Ouais. Forever tonight. Oui, c'est bien moi. Michel. Ah, ma poupette. Moving in the light. On nous parle que les blessures, ça fait mal. Mysterio a eu 5 opérations sur son genou gauche, mais les blessures, c'est pour les gens pas fun. Et le prochain match n'est autre que Punk Hardy, l'une des plus grandes rivalités de 2009. Hardy avait enfin gagné un titre, mais Punk cash-in, provoquant la hate absolue des fans. Jeff veut reprendre son dû, et on a beaucoup de rivalités comme ça depuis le début du show, j'ai l'impression. Punk arrive sous une hate, il se fait huer comme si c'était Maître Gims au Stade de France. On rappelle encore une fois que Cult of Personality est meilleur que Desire Burns. Et c'est Jeffouille la fripouille qui fait son entrée, les femmes au vu la savu, on les annonce et on est parti. Attention, certains mots peuvent heurter la sensibilité des fans de Catch Attack, car lol, Ajus est amoureux de Vicky et Marie-Antoinette style. On commence par une phase douce, ouais c'est un euphémisme pour dire qu'on s'emmerde. Les premiers tombés apparaissent, Punk fait du catch, Jeff fait de la cascade, travail de heal du colonel Moutard de Punk, grande phase de contrôle de Punk qui casse le rythme, sauf qu'on en avait pas besoin de ça, hein. Pas besoin de faire le coup du lapin à Drose, ça sert absolument à rien. C'est bien sauvé de Chick Magnet Punk, il fait les contres, l'exécution, Punk catch comme s'il avait 20 ans et Jeff, la seule personne qui peut lui donner 20 ans, c'est le juge d'instruction. Jeff ne sert qu'à faire des sauts dans ce match, hein. C'est affolant, le mec se croit toujours sur le trampoline. Combinaison, Swanton Bomb et Jeff gagne, non! Pied sur la corde. Oh, qu'il aime méchant. On relance tout ça, mais Punk a mis un coup de panard à l'arbitre qui donne la disqualification. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Ça se finit en DQ en plus, donc ça continue, donc ça ne sert à rien à part mettre de la hate sur Punk et décevoir les fans. Je suis si nostalgique de Jericho Mysterio, ramenez-moi à cette époque s'il vous plaît. Je suis lessivé. Demain, j'ai des heures de conduite, hein. Je me lève à 9h et je regarde un show qui me veut du mal. En gros, Punk n'est pas heal, hein, mais incroyablement intelligent. Tandis que Jeff se fait porter par les fans, mais ne sait pas faire grand-chose. Ça me rappelle Trick Williams. on nous replay tout ce que l'on vient de voir pour les Alzheimer. Jeff, il est tristoun, il rentre chez lui et les coulisses nous appellent. Teddy Long, de retour. Et Carlito et Primo débarquent. Décidément, après 1h30 à poireauter devant la porte, ils ont trouvé quoi dire. Mais Teddy, sous aigritude max, leur dit d'aller retrouver leur charisme dans les cheveux de Carlito. Orton et son Blackberry sont en coulisses, il a des remords, donc du coup, il appelle Cody pour s'excuser. Rien à dire, juste on sent que Legacy vont jouer dans le match. Bref, théorie, ils ont performé pour 15 personnes. Le son était dégueulasse, bravo pour le thème d'Orton, ça fait plaisir. Et c'est le pré-main event, Mania 27 s'affrontent ce soir. En gros, le Miz et son gros chapeau dit que John Cena, c'est un gros bébé, car il traîne avec des gros bébés Cadom. Bébé Cadom, j'ai dit. Il fait des films nuls et il acknowledge son tribal chief. Et en gros, il veut son match. John le prend pas au sérieux, car quand même, t'as du violet dans les cheveux, on va pas déconner. Ultra Vomit est aux abords du ring, et le Miz avec son thème guitare mal branché en plein déménagement, teinture, t-shirt, tout est misérable. Je m'adapte au match qu'on a. La pop qui réveille le public. John arrive. Donc on lance le t-shirt, la casquette. Bon, la classique, c'est une rivalité de transition. John contrôle le Miz. John est vraiment en mode sans les mains. Il a fini le jeu 14 fois et va faire la quête secondaire du 5ème PNJ du premier village. Le Miz a eu comme enfance, en gros, 3 coups de pied, 2 coups de poing et une souplex. Oh, une souplesse! Tellement on s'en fout des offenses du Miz, ils mettent le replay en plein milieu. Cena fait un compte de 2 sur une souplex du Miz. Je sais pas si je vois le Miz ou Jonathan Kochman. Bon, Cena gagne car il faut pas déconner. Voilà, encore un match où Cena se fait dominer pour gagner à la fin. C'était punitif. Je vais pas dire que c'était bien. On va dire que j'ai perdu espoir. Mysterio peut pas revenir faire un springboard moonsault vite fait. Cena ressort pas grand, Miz a l'air d'un con, mais ça va lancer sa carrière de grand main eventer, que je peux appeler une mise au point, car j'ai des droits et j'ai une liberté. Et enfin, après ce show de 3 heures, il est temps pour le main event, le vrai. Rivalité terrifiante, stipulation tonitruante, catcheur omniprésent, adjectif farfelu, tout y est. Vous êtes prêts? Hip hip hip. Alors en gros, Randy fracasse Triple H, car Rancœur Legacy, c'est le meilleur, tout ça, coup franc dans la caboche, on galoche Stéphanie, la famille McMahon souffre presque autant que quand Triple H reprend la WWE, on tabasse Batista, on va y revenir d'ailleurs, Triple H s'impose comme l'ultime rempart à cette catastrophe prémonitoire, grand héros, grand surhomme, c'est la bagarre. Clip de feud aux petits oignons, pour la 3e fois on voit l'angle de Vince, laissez-moi tranquille monsieur, Free Stages of Hell, c'est parti.
Randy arrive bien huilé, à sa vitesse. J'ai supplié pour qu'on avance l'entrée, mais que nenni! Triple H se fait attendre. Je pense le temps qu'une pasta box soit tiède. Mais bon, pas les sous pour faire l'expérience. L'aristocrate arrive sous les lumières bien laides de PC. Le match commence et c'est lent. Puissant, car l'aura qui entoure ses catcheurs est aussi intouchable que Gérald Darmanin, mais un peu lent évidemment, et on va avoir ça pendant 20 minutes. D'avoir eu de l'espoir pendant ce show. Bon, là c'est un peu chiant. Vous voulez une fun fact? Vous savez que Bob Orton catch encore? Ce fou a été champion tag team en 2023. Bon, c'est une fédération qui a certainement eu sa grande scène sur la place du village de Bagnols-sur-Cèze dans le Languedoc-Roussillon. On met bien l'emphase sur les réactions de la foule. Des grands contrôles, et en plus pour pallier à ça, Triple H vend une blessure à la jambe. Triple H en a eu ras le cul, visiblement, et fracasse Orton avec une chaise, causant sa première défaite. Ce qui est un peu débile, oui, mais à mon avis, même lui en avait ras le cul de ce match simple. Bon, la deuxième manche est passée le temps que j'écrive le deuxième paragraphe, du coup Triple H gagne avec 3 coups de chaise et un pédigré sur le sol. C'est débile? Oui. Mais pas aussi débile que la bourse nucléaire à Bagnols-sur-Cèze dans le Languedoc-Roussillon. Bon, la troisième manche, c'est un stretcher match. En gros, tu mets ton adversaire sur une civière et tu dois l'emmener sur la rampe. Plus je regarde le match, plus on remarque le manque d'alchimie entre les deux, ça me rend profondément triste. Bref, on se bat dans le public, les deux vendent bien, mais du coup on s'emmerde, on dirait Public Sénat. Même la backbreaker sur la barricade n'est pas belle, genre Triple H il tombe de 5 cm. Le match est en train de me faire douter de ma suspension d'incrédulité, ça me fait peur. Et voilà! Coup d'escalier, Randy fait le mort, il est tellement raide qu'il va t'attendre avec Pikachu niveau 88 au mot argenté. Orton se relève, DDT, ouïouïouï, j'ai mal au dos, ouïouïouï, j'ai mal à la jambe. Pun kick, contré, surpassement, Orton va gagner, mais Triple H chute. Pedigree sur le stage, par pitié sauvez-moi. Mais Cody tape sur Triple H pour sauver le copain, mais DiBiase vient aider le copain Orton, ce qui fait que l'angle n'a servi à rien à part faire du drama. Je vais être très sincère avec vous, j'avais écrit des super trucs mais j'ai tout supprimé, et vu qu'il est 4h du matin et une envie de me faire sauter le caisson, je vais aller vite. Triple H se fait tabasser en 3v1, mais sous la scène, il a trouvé un marteau qui était là par pur hasard, mais vraiment hasard de dingue. Il tape DiBiase et Cody, mais coup de cloche de Orton, car une clochette ferait moins mal, je suppose. Triple H tombe sur la civière et Orton gagne. Quel enfer! Horrible, c'est affreux, vraiment. À la fin, Triple H se relève, coup de marteau pour faire quand même popper les gens, même si le heel gagne. Coucou Jeff Hardy. On montre les replays, Orton est tout tristoun et c'est la putain de libération. Bon, je peux comprendre que les gens apprécient ce show, pour être honnête. C'est pas un PPV qui truste les catastrophes comme on l'a déjà traité, mais mon dieu, j'ai jamais autant été déçu comme ça. Le PPV est un arrêt de bus en retard, vraiment. Bon, il est l'heure d'apporter du propos à tout ça. Il est temps de critiques constructives, donc stoppons les vannes. Vous en voulez une dernière? Bon allez, c'est l'histoire d'un juif qui... Bon, alors on va parler de ce qui va dans le show. Premièrement, et évidemment, le Mysterio contre Jericho. C'est un vrai classique que je recommande à tout le monde. Le match est vraiment excellent. En même temps, avec ces deux performeurs, on ne peut s'attendre qu'à ça. Ce qui allait aussi, c'était les clips de feud. Bien moins impactantes que pour Capital Punishment, mais qui restaient quand même sympathiques. Ça fait le café, quoi. Et en soi, ça fait quelques minutes que je cherche quelque chose de bien à dire, mais c'est très compliqué. Vraiment, on avait des espoirs, mais c'était une déchéance absolue. Pour vous dire, notre ami Ilyes, fan de catch aussi, a voulu regarder ça avec nous. Et ben, il a failli s'endormir plus d'une fois sur le show. Et depuis, il a des fasciculations bénignes. Je vais essayer de décrire tout ce qui va pas là-dedans. Déjà, les matchs. Une cata. À part le petit Jésus en culotte de velours qui est le match pour le titre intercontinental, tous les matchs ont un problème. Le Scramble match est trop brouillon, c'est un très mauvais opener. Pour le Kali Ziggler, ben c'est Ziggler et Kali. Et Kane, car il faut rappeler qu'il est heel. Le match tag est nul, vraiment somnolent. Le match Melina McCool, ben en soi c'est un match de 2009. C'est pas si mauvais, mais personne ne semble intéressé là-dedans. Tout ça pour avoir le même match le mois d'après avec 12 secondes de plus. En ce qui concerne le Punk Hardy, rien que la présence de Jeff Hardy dans un match sans stipulation témoigne de la non-qualité. Ajoutons à ça une fin Osef qui n'a fait que reculer l'inévitable avec Hardy qui reprend le titre le mois d'après. En ce qui concerne le Miz Cena, ben c'est un match trop classique de Cena et c'est juste une humiliation en soi. Et pour finir sur le Triple H Orton, c'est lent, mon dieu! Et dire que les deux n'ont presque aucun bon match ensemble, c'est tellement fatigant. Vous remarquerez que presque tous les heels gagnent, à part Cena et Mysterio. Tout le reste n'est que hate, souvent édulcoré par une attaque du face sans importance, à part continuer la rivalité. Si je dois emmener un autre point à soulever, trop de Teddy Long.
Sérieusement, il n'y a presque que des angles de lui. On n'a même pas ce sentiment de diversité où qu'il se passe des choses. Non, Teddy voit Jericho, Teddy voit Edge, Teddy voit Vince, Teddy annonce Edge et Jericho dans le match tag, Teddy voit Primo et Carlito, c'est bon, on a compris que t'étais le GM et que t'étais important. D'ailleurs, s'il est aussi important, pourquoi il a pas de bureau ? Pourquoi il a juste 2 canapés? Je sais pas, c'est un bureau de general manager ou un bar à chicha? D'ailleurs, en parlant de redondance, on va pas parler des replays abusifs sur des pauvres coups de poing, ni même des replays en plein match, hein. Ça coupe juste le rythme et ça nous prend pour des abrutis, mais on a l'habitude à cette époque. Non, j'aimerais parler de l'angle Vince McMahon-Orton, mon dieu. L'angle, c'est juste Vince qui veut reprendre Raw, et il annonce le Free Stage of Hell à Orton. Et cet angle, on l'a vu 3 fois. Une fois dans l'intro de début façon Disney XD, une fois pour rappeler que les vieux sont toujours en feud, et une fois pour le clip de feud Orton Triple H. Et en fait, c'est un peu la direction artistique du show, hein. On reprend les mêmes choses et on recommence. Que ce soit cet angle, les replays, Teddy Long, même les matchs qui sont des continuités de feud, sauf Mysterio Jericho du coup, mais on a déjà dit qu'il était exempté de tout ça. En fait, on dirait qu'ils ont fait leur PPV de juin juste pour dire qu'il y a un PPV, mais il n'y a aucune vraie idée créative. Bon, Sournois et Fino qui gagnent les titres tag, c'est bon, tu peux poser ton commentaire. Et pour finir cette conclusion beaucoup trop longue d'une vidéo qui devait être de base très courte, pourquoi est-ce que Batista est sur l'affiche alors qu'il n'apparaît pas dans le show? Ah si, désolé, il est là. Mais bon, ça relève presque de l'image subliminale. Je sais pas, s'il était blessé, changer l'image, non? Ça montre vraiment la décadence des shows de l'époque. L'espèce de flemme générale qui envahissait tout le monde. Mais le débat mérite une vidéo en elle-même. Ça arrivera un jour quand Jeff Hardy apprendra à catcher. Vraiment, j'ai légitimement eu mal à la tête le lendemain. C'était un calvaire. Avoir 3 heures avec seulement 20 minutes de mon match, on est peut-être sur un show vraiment catastrophique. Et je dirais même peut-être pire que le Royal Rumble 2015 ou Capital Punishment. Car au moins Capital Punishment, on a entendu tout le YouTube catch français piailler dessus et se moquer de lui. On savait que ça allait pas être de la franche rigolade, mais ce show-là, c'était un bond dans l'inconnu. Et à l'atterrissage, on est tombé sur des parpaings. En fait, c'est pour ça qu'il est très dur à classer avec nos 2 autres reviews. C'est pas une honte comme l'ont été le Rumble et Capital Punishment. C'était abyssalement ennuyeux, et je crois que c'est pire. Quand c'est nul, tu peux gueuler sur des points, mais quand ça aspire ton âme à la paille en carton car le plastique c'est plus réglementé, bah y a rien à dire dessus. La session visionnage s'est transformée en karaoké en plein milieu du main event. C'était affreux, et je ne recommande pas ce show. Je pense même que le regarder plusieurs fois peut être létal. Enfin bref, moi je vais me coucher. En attendant, restez aux aguets. Un Kane peut débouler à tout moment, vous mettre des coups de chaise et vous défier pour SummerSlam 2009. Salut à tous!